Le bureau des complots. Une question sur les conspirations. On vous répond en toute décontraction. C'est un complot, j'appelle le bureau. Peters et Jacobs, le bureau des complots. Bonjour Jacobs. Bien le bonjour, mon cher Peters. Ah, enfin. Voilà ce qui me manquait ici. Un peu de douceur. Attendez, dites-moi que je rêve. Oui, pardon ? Vous venez d'enlever vos chaussures pour mettre des chaussons ? Absolument. Vous avez vu ? Confort absolu, sensation de liberté. Vous devriez essayer. Peters, nous sommes dans un bureau, un lieu professionnel. Vous ne pouvez pas transformer cet open space en salon personnel. Oh, pourquoi pas ? Nous passons 8 heures par jour ici. Autant se sentir bien, non ? Mais c'est qu'il y a une tenue à respecter. Des chaussures propres, élégantes, adaptées au monde du travail. Pas des chaussons en laine à carreaux. Ils sont artisanaux. Vous aimez ? C'est un cadeau de ma grand-mère. Vous voulez vraiment insulter ma grand-mère, Jacobs ? Et pourquoi pas venir en pyjama pendant qu'on y est ? Ah, excellente idée. Un vendredi casual où tout le monde vient en pilou-pilou. Peters, vous êtes un dangereux anarchiste. Allons, où est le mal ? Je suis plus détendu, plus productif, moins stressé. Imaginez un monde où les employés travaillent avec les pieds bien au chaud, sans les douleurs des chaussures trop rigides. Vous voulez dire un monde où l'ordre s'effondre, où le professionnalisme disparaît, où l'on finit par organiser des réunions en claquettes chaussettes parce que c'est l'été qui approche, c'est ça ? Exactement, un monde meilleur, quoi. Et si quelqu'un vous surprend ? Mais jamais personne ne vient dans notre malheureux sous-sol. Très bien, Peters. Mais je vous préviens, si je vous vois ramener une couverture et un oreiller, je fais un signalement illico au RH. Marché conclu. Et vous verrez que vous aussi, vous vous y mettrez bientôt. Oh bon, ça j'en doute, hein. Bon, ne perdons plus de temps et voyons ce que nous avons sur le répondeur aujourd'hui. Allez, Peters, faites glisser vos formidables chaussons de laine jusqu'à la machine, s'il vous plaît. Avec joie. Avec la souplesse d'un chat, même. Vous avez un nouveau message. Allô, y a quelqu'un ? Je suis bien au bureau des complots ? C'est un répondeur ? Bon, ok, je voulais vous parler du réchauffement climatique. C'est vrai ou c'est pas vrai cette histoire ? On entend de tout. D'un côté de la planète, il fait une chaleur à fondre le bitume, et de l'autre un froid de canard. Qu'est-ce qu'on doit croire ? Moi je sais plus si je dois me mettre à l'électrique, prendre le vélo ou garder mon diesel. Trump, il dit que c'est des bêtises ces histoires de planète qui se réchauffent. Il a raison ou pas ? Ah ouais, c'est Bart de Wavre. Salut les Wavriens ! Alors, selon certains, le changement climatique est un mythe destiné à nous faire peur, Jacobs. Oui, on entend cette musique insidieuse qui raconte que l'effet de serre dû au CO2 et le réchauffement inexorable de la température sur notre planète est un mensonge pur et simple. Pire, ce serait une véritable théorie du complot. Révolution énergétique à marche forcée, taxes écologiques, interdiction en tout genre au nom de la préservation de notre environnement. Tout cela ferait partie d'un plan. Selon certains, le réchauffement climatique ne serait pas une menace, mais une stratégie. Une idée savamment instillée par une caste de dirigeants, de financiers et de manias de l'industrie qui font commerce de cette psychose et engrangent des bénéfices colossaux. Et derrière la manœuvre, un objectif, le plus délirant, le plus radical, l'instauration d'une gouvernance écologique autoritaire, une dictature verte à l'échelle planétaire. Plus de frontières, juste un pouvoir central imposant ses règles au nom du climat. Allez mon cher Peter, s'il est grand temps de nous intéresser au réchauffement climatique donc, et d'explorer l'angoisse environnementale. Et pas seulement comme un phénomène scientifique, mais aussi comme un véritable terreau à complot. Le bureau des complots. Pour comprendre les théories du complot concernant le réchauffement climatique, il faut tout d'abord faire un brin d'histoire et savoir quand nous avons remarqué que quelque chose ne tournait pas rond sur Terre. Oui, il a d'abord fallu constater une hausse des températures et puis établir une relation entre le taux de gaz tel que le dioxyde de carbone dans l'atmosphère et la modification du climat. Et ça, c'est une idée qui a finalement tout juste 2 siècles. C'est un Français qui a été le premier à avoir l'intuition qu'un effet de serre sur la planète pouvait entraîner son réchauffement. Il s'appelle Joseph Fourier. C'est un mathématicien et physicien, spécialiste de la chaleur et des modélisations mathématiques du début du 19e. Avec une simple boîte sur laquelle il a mis une plaque de verre, Joseph Fourier a compris que les rayons du soleil pouvaient en quelque sorte se faire emprisonner sous une cloche transparente et réchauffer l'air contenu dans cette boîte. Son travail a ouvert la voie à d'autres scientifiques.
Citons John Tyndall, un Irlandais, qui va, lui, en 1859, démontrer qu'il existe des gaz qui produisent cet effet de serre. L'eau sous forme gazeuse, la vapeur d'eau donc, mais aussi le dioxyde de carbone ou encore le méthane. Puis révolution industrielle oblige, les premières suspicions apparaissent. Un Suédois nommé Svante Arrhenius observe les centaines de cheminées qui noircissent le ciel autour de chez lui. Et là, il fait un lien. En 1896, il publie un texte fondamental. Selon lui, la combustion du charbon pourrait piéger la chaleur dans l'atmosphère. Un phénomène qu'il appelle effet de serre, et c'est la première fois donc qu'un scientifique pointe du doigt l'activité humaine comme une cause potentielle d'un dérèglement climatique. Ensuite, c'est à la veille de la Seconde Guerre mondiale qu'on va établir qu'un réchauffement de notre atmosphère est en cours. Des scientifiques vont créer des observatoires pour mesurer l'augmentation continue de la quantité de CO2 dans l'atmosphère après-guerre. Oui, c'est en 1958 qu'ont été recueillies les premières preuves de l'impact de la consommation des énergies fossiles par les sociétés humaines sur l'atmosphère. On constate alors des concentrations de CO2 qui atteignent des valeurs probablement jamais égalées au cours, des 3 derniers millions d'années. Peu à peu, les gouvernements prennent cette question au sérieux. Et depuis les années 60-70, c'est par exemple aux États-Unis, la NASA et la NOAA, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, qui est créée pour l'occasion, qui relève les données générales sur le climat. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, l'écologie devient une nouvelle préoccupation, et ce, dans tout l'Occident. Les grandes ONG apparaissent, la WWF en 1961, Greenpeace en 1971. Un nouveau vocabulaire s'impose, on commence à parler de nature fragile, d'équilibre à préserver et de planète malade. Et en Belgique, c'est en 73 que pour la première fois un ministère a pour mission l'environnement. C'est Jos De Seger qui en a la charge en tant que ministre de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille. Une nouvelle sensibilité se développe, c'est vrai, on prend conscience de manière très claire de l'impact de l'activité humaine sur la nature. Dans les pays occidentaux, on parle désormais de déclin des espèces, de pollution, de trous dans la couche d'ozone et donc aussi de réchauffement climatique. Notamment suite à un premier rapport publié en 79 par la NASA et la NOAA, les deux agences dont nous parlions à l'instant. Leur conclusion est sans détour. Le réchauffement de la planète est déjà mesurable et il pourrait s'aggraver. C'est un tournant. C'est le rapport Charnay qui précise qu'il faut agir urgemment avant qu'il ne soit trop tard. En bref, il y a là une première alerte et une demande d'action politique. C'est la fin des 30 glorieuses, premier choc pétrolier et la fin de la récréation, disons. On prend conscience avec les scientifiques que la Terre se réchauffe sous l'effet de l'activité humaine, mais côté politique, c'est encore le silence radio. Paradoxalement, avec l'arrivée des conservateurs au pouvoir, en Europe et aux États-Unis, le climat va vraiment faire son entrée en politique. En 1979, Margaret Thatcher devient Premier ministre en Grande-Bretagne et elle doit faire face à des grèves de grande ampleur qui vont paralyser son pays pendant des mois, notamment celle des mineurs dans le secteur du charbon. Et c'est dans ce genre d'épisode historique que l'on comprend toute l'ironie de l'histoire. Voulant mettre un terme à ces grèves, Thatcher va militer pour la sortie des énergies fossiles et menacer de s'orienter alors vers le nucléaire. Mais pour cela, elle manque encore d'arguments coup de poing, alors elle se tourne vers les scientifiques. Pour prouver le peu d'avenir de l'industrie minière et ses effets néfastes sur l'environnement, Thatcher commande un rapport pour prouver que les émissions de gaz à effet de serre dégradent notre climat. Dans la foulée, elle promet de gros budgets aux chercheurs qui choisissent de travailler sur ce sujet. Et dans le même temps, de l'autre côté de l'Atlantique, Ronald Reagan entre à la Maison-Blanche. Là, nous sommes en 1981. Pour lui, le climat, ce n'est pas une priorité, bien au contraire. Ses soutiens viennent des énergies fossiles et ses adversaires sont notamment les écologistes. Et il ne fait pas semblant. Il taille dans les budgets de la recherche environnementale, coupe les financements sur le suivi du CO2 et minimise publiquement la question. À ses yeux, pas de problème, donc pas d'action. Mais comme il ne peut pas tout à fait ignorer le sujet, il va changer de tactique.
Il décide de prendre la main en contrôlant le discours, en orientant les études, en posant le cadre finalement. Une manière habile ou cynique de neutraliser ses opposants sans avoir à les affronter frontalement. Et c'est ainsi que, pour des raisons différentes, mais réunies par leur orientation politique, Reagan et Thatcher vont plaider en 1987, lors du G7, la réunion des pays les plus riches de l'époque, pour que soit mise en place un groupe indépendant d'études du climat. Leur lobbying fonctionne et le duo Thatcher-Reagan va obtenir satisfaction puisqu'en quelques mois va être mis en place, sous l'égide de l'ONU, un rassemblement de scientifiques afin de travailler sur la question. C'est la naissance du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux GIEC. Nous sommes en 1988. Cela peut étonner, mais ce sont donc bien les conservateurs qui sont à l'origine du GIEC. Et des scientifiques du monde entier vont alors se mettre à plancher sur le sujet du climat. Petite présentation. Le GIEC, c'est d'abord une assemblée générale qui se réunit 1 à 2 fois par an. Elle fixe les orientations, valide les rapports. C'est une grosse machine où la science côtoie la diplomatie. Toutes les décisions sont prises par les 195 représentants des gouvernements par consensus. Le bureau, composé de 36 scientifiques élus, est l'organe exécutif qui oriente les décisions lors des assemblées. Le GIEC ne mène pas à proprement parler des travaux de recherche. Il synthétise en fait les connaissances existantes grâce à un réseau de plus de 2500 scientifiques issus des États membres. Et parmi ces scientifiques, on trouve de tout, des astronomes, des océanographes, des biologistes, des géologues, mais aussi des sociologues et des économistes. On le sait moins, mais il n'y a pas que des climatologues donc dans les rangs du GIEC. Oui, parce que c'est une approche qui se veut globale. J'ai d'ailleurs ces statuts sous les yeux. Voilà, et il est écrit noir sur blanc donc que le GIEC est chargé d'évaluer sans parti pris et de façon méthodique, claire et objective les informations d'ordre scientifique, mais aussi technique et socio-économique qui sont nécessaires pour mieux comprendre les risques liés au changement climatique. Si on veut lire entre ces lignes, au-delà d'une expertise scientifique, le GIEC fait aussi de la politique en proposant des solutions qui permettraient de limiter l'ampleur du réchauffement et d'adapter nos sociétés aux changements annoncés. Et pour certains, ces solutions seraient très orientées. Le GIEC va ainsi polariser toutes les attentions des conspirationnistes. Pour eux, cet organe scientifique ne serait qu'un repère d'experts aux ordres, voire une chambre d'écho pour un complot climatique savamment construit. Alors si on résume, il y a 2 siècles, on commence à comprendre que notre planète peut se transformer en cocotte-minute avec les gaz à effet de serre. Le CO2, le méthane et d'autres encore, bref, les gaz que notre société industrielle produit en masse depuis que nous avons découvert le moteur et les machines qui crachent des fumées. On a donc monté des observatoires pour mesurer les températures sur la planète et les relevés montrent bien que l'atmosphère se réchauffe. On a alors créé le GIEC. Et patatras, ces préconisations ne plaisent pas à tout le monde. Alors, on l'accuse de malhonnêteté, voire de complot. Et voilà, nous y sommes. Nous allons entrer dans le complotisme pur et dur. Une question sur les conspirations ? Le bureau des complots. Le GIEC rend son premier rapport en 1990 et il conclut qu'un réchauffement de notre atmosphère s'accélère et qu'il est principalement lié à l'activité humaine, avec en tête des fléaux à maîtriser les émissions de gaz à effet de serre comme le CO2 craché par nos voitures, nos usines, bref nos moteurs qui tournent à l'énergie fossile. Les conclusions du GIEC vont être tout de suite mises en doute par des personnalités de tous bords. À commencer par un Anglais, un certain Piers Corbyn. Attendez, Peters, ce nom me dit quelque chose. Corbyn. Ah mais oui, c'est la gauche britannique, ça. Dites-moi, il aurait un lien de parenté avec Jeremy Corbyn, l'ancien leader du Parti travailliste anglais? Eh oui, c'est son frère aîné. Mais le plus simple est que nous faisions connaissance avec Piers, considéré par beaucoup comme un climato-sceptique. Présentons-le car c'est un personnage haut en couleur, comme vous les aimez. Piers Corbyn est né dans le Wiltshire en 1947. Il grandit dans le sud-ouest de l'Angleterre et se passionne très vite pour les sciences et surtout pour la météo. On raconte par exemple qu'il aurait commencé à enregistrer les conditions météorologiques et climatiques dès l'âge de 5 ans, construisant son propre équipement d'observation.
En 1968, à 21 ans, il obtient son diplôme de physique à l'Imperial College de Londres. Et il poursuit son cursus, toujours à Londres, pour étudier l'astrophysique. Et là, il montre déjà son potentiel pour les coups d'éclat, n'est-ce pas? Oui, petite anecdote à ce sujet. Fraîchement élu représentant des élèves, Corbyn et le recteur de l'université reçoivent la reine lors de l'inauguration d'un nouveau bâtiment administratif. On l'imagine, tout le monde a le doigt sur les coutures. Et là, enfreignant le protocole en vigueur, Corbyn sort de son rang et adresse une pétition à Élisabeth II devant 900 personnes. Il exige que les étudiants aient davantage leur mot à dire dans la gouvernance du collège. Shocking. Preuve qu'il en a du cran, en tout cas, ce jeune homme. Et visiblement une soif de justice sociale, car Piers Corbyn s'installe ensuite dans un squat et milite pour le droit au logement. Il obtient son diplôme d'astrophysique en 1981, et là, il se lance en politique. Oui, il devient membre du Parti travailliste, et même conseiller municipal à Londres de 1986 à 1990. Il quitte ensuite le Parti travailliste en raison de son opposition à la Première Guerre en Irak. Mais bien entendu, durant toutes ces années, sa passion pour la météo ne le quitte pas. Et son approche va être encore une fois non conformiste dans le domaine. Il va conjuguer ses compétences en astrophysique et en statistique pour mettre en place un modèle de prédiction de la météo qu'il va utiliser pour parier sur le temps, et cela va lui rapporter argent et notoriété. C'est assez cocasse, ça. Vous savez, c'est presque une caricature, mais il y a une vraie culture du pari chez les Anglais. Dans ce pays, il est possible de parier sur tout et n'importe quoi. Aussi bien le sexe du futur enfant royal que les résultats sportifs. Notamment grâce à des bookmakers très puissants cotés en bourse tels que William Hill, une véritable institution. Corbyn, lui, en tout cas, il va parier sur le temps qu'il fait, bien souvent en opposition avec les prédictions du Met Office, le service national britannique de météorologie. Et là, bingo. Les médias s'intéressent alors à cet inconnu qui fait mieux que les scientifiques spécialisés. Et fort de ce succès, Piers Corbyn monte sa société de prévision météorologique, baptisée Weather Action. Elle connaît rapidement un essor spectaculaire, mais alors bien sûr, la question que tout le monde se pose, c'est comment fait-il pour devancer les autres ? Eh bien, il a une théorie alternative et il ne la cache pas. Pour lui, notre météo et plus largement les modifications climatiques sont essentiellement dues à l'activité du soleil et aux taches qui apparaissent à sa surface. En clair, c'est leur apparition ou leur disparition que suit des yeux Piers Corbyn et qui lui permettent de faire ses prédictions. Et c'est en suivant cette idée qu'il va ensuite s'attaquer aux scientifiques qui prédisent un réchauffement de notre climat pour le 21e siècle. Il va alors argumenter que le réchauffement de notre planète, qui déjà est à relativiser, n'a rien à voir avec un quelconque effet de serre, que nous n'y pouvons rien et que les savants du GIEC se trompent. Mieux, ils cherchent à orienter leurs résultats pour nous duper. Et c'est cette idée très importante qui va commencer à créer le trouble. Piers Corbyn va aller plus loin. Pour lui, c'est un complot. Les scientifiques du GIEC, ceux qui font la pluie et le beau temps sur l'étude du climat, truqueraient donc les résultats. Ils feraient valider des conclusions erronées, et ce, de manière volontaire. Pourquoi feraient-ils ça, les scientifiques ? Quel intérêt ? Eh bien, pour l'argent, c'est aussi simple que ça, finalement. Obtenir des financements, c'est vital pour continuer ses recherches. Les scientifiques montent des dossiers, cherchent des subventions, des partenaires, et parfois ils passent plus de temps occupés à ces démarches administratives qu'à faire de la science elle-même. Et dans les années 90, le réchauffement climatique étant devenu un sujet très médiatisé, les politiques suivent et mécaniquement, l'argent arrive. Par exemple, aux États-Unis, sous la présidence de George Bush père, 170 millions de dollars étaient alloués chaque année à la recherche sur le climat. Oui, une manne qui n'a depuis cessé d'augmenter. On est à plus de 2 milliards aujourd'hui, soit 12 fois plus qu'au début des années 90. Mais puisque l'on parle d'argent, il me semble que Piers Corbyn n'est pas insensible à cet argument non plus. C'est vrai. Pendant le Covid, il a été l'une des figures importantes du mouvement anti-vax. Et à cette période, il s'est fait piéger par 2 youtubeurs sud-africains qui se sont fait passer pour des investisseurs ayant des parts chez AstraZeneca, l'un des labos producteurs de vaccins. Et Corbyn a accepté une enveloppe de 11 000 € en fait, pour ne pas critiquer AstraZeneca, mais cibler uniquement les concurrents du laboratoire dans ses discours. Une éthique, disons, à géométrie variable. Le bureau des complots.
1992. Cette année-là, le GIEC publie un rapport qui annonce que le réchauffement changera drastiquement notre mode de vie et qu'il faut absolument réagir. Les grands de ce monde se réunissent alors dans la foulée pour signer le fameux protocole de Kyoto. C'est un moment historique. Les pays signataires s'engagent pour la première fois à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. En réaction, une fronde mondiale s'organise pour dénoncer le GIEC et ses scientifiques comploteurs. Et ces frondeurs entreprennent de s'unir pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme être une imposture. Ils signent en 1995 la déclaration de Leipzig sur le changement climatique mondial. Déclaration qui réfute le fait qu'il existe un consensus scientifique sur la nature du réchauffement de la planète et qui s'oppose aux recommandations du protocole de Kyoto. Les signataires sont 80 scientifiques et 25 météorologues. Oui, enfin, ça, c'est ce qui est annoncé, parce qu'en 1996, une enquête du St. Petersburg Times, qui malgré son nom n'est pas un média russe, mais le principal quotidien de Floride, et d'ailleurs l'un des plus respectés des États-Unis, a révélé une faille embarrassante. Certains signataires n'avaient aucune formation scientifique pertinente. Parmi eux, on trouvait par exemple un simple présentateur météo. Une autre enquête, celle-ci menée par un journaliste danois, a tenté de contacter les 33 signataires européens. 4 étaient introuvables, 12 ont nié avoir signé et certains n'avaient même pas entendu parler de la déclaration de Leipzig. Parmi ceux qui ont reconnu avoir signé, on trouvait un médecin, un scientifique nucléaire et un entomologiste spécialisé dans l'étude des insectes volants. Et au final, il s'est avéré que seuls 20 signataires de la fameuse liste initiale avaient un lien réel avec l'étude du changement climatique. Et parmi eux, certains étaient connus pour avoir touché des financements directement issus de l'industrie pétrolière et des énergies fossiles. Mais peu importe, cette déclaration de Leipzig va durant des années souder un camp qui va prendre un malin plaisir à reprendre les travaux du GIEC, point par point, pour en dénoncer les erreurs ou les manquements. Et ça dans tous les coins du globe. Mais ce qui donne à la déclaration de Leipzig son vernis de sérieux, c'est surtout la figure de son prestigieux fondateur, un scientifique américain du nom de Frederick Seitz. Le professeur Seitz, c'est l'un des chercheurs les plus en vue de sa génération. Un physicien de haut vol, respecté depuis la Seconde Guerre mondiale pour avoir participé au très secret projet Manhattan, celui-là même qui a mené à la création de la bombe atomique quand même. Seitz fut également conseiller scientifique de l'OTAN, président de l'Académie nationale des sciences, mais c'est quand il prend sa retraite, en 79, qu'une seconde carrière commence. Il devient expert pour le compte de la compagnie de tabac R.J. Reynolds. Et il a une mission des plus contestables, sur des bases scientifiques, embrouiller l'opinion à propos des effets nocifs de la cigarette sur la santé. Oui, on ne vous apprend sans doute rien, mais la puissante industrie du tabac a dépensé énormément d'argent pour contrecarrer les publications médicales mettant en garde contre les dangers du tabagisme. Selon un journaliste de Vanity Fair, dans un article de 2006, Seitz aurait ainsi touché près de 45 millions de dollars de la part de R.J. Reynolds. Et donc, pour revenir à la question climatique, Seitz considère que rien ne devrait limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et au milieu des années 90, il va même attaquer le GIEC en grande pompe dans un éditorial publié dans le respectueux Wall Street Journal, précisément daté du 12 juin 96. Je crois que vous l'avez dans le tiroir de votre bureau, Jacobs. Oui, attendez un instant. Voilà. Et donc, en effet, dans cet éditorial, Seitz déclare que des modifications ont été apportées au rapport du GIEC de 1995 afin, dit-il, de, voilà, c'est là, tromper les décideurs politiques et le public en leur faisant croire que les preuves scientifiques montrent que les activités humaines provoquent le réchauffement climatique. Il déclare que le rapport du GIEC a été censuré, que 15 passages auraient été supprimés avant sa publication, dont un passage éloquent qui dit qu'aucune étude ne peut dire que l'homme est responsable ou même en partie responsable des changements climatiques observés. C'est ainsi que petit à petit le doute va croître dans l'opinion. Un climat de suspicion alimenté par les climato-sceptiques. Les experts du GIEC sont de plus en plus suspectés d'orienter leurs résultats pour donner du poids à leur discours alarmiste. Et ce qui va nourrir cette idée, c'est le fameux Climate Gate qui survient en 2009. Rappelons cette affaire qui a été un véritable séisme, Jacobs.
Le Climate Gate, c'est cette fuite explosive de centaines de mails échangés entre experts du GIEC, publiés par un anonyme. Et dans ces mails, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, des échanges ambigus qui laissent entendre des manipulations de données, notamment pour renforcer l'idée d'une responsabilité humaine dans le réchauffement climatique. On y retrouve aussi des documents révélant des tentatives de boycott à l'encontre d'études ou de revues scientifiques qui contestent la thèse officielle du réchauffement. C'est accablant. Sous la pression médiatique, le GIEC finit par reconnaître avoir, à certains moments, orienté le contenu de quelques rapports pour clarifier son message. Mais attention, on parle là d'une fraction minime des publications, noyée dans l'ensemble colossal des travaux publiés. Mais peu importe, même 1 sur 10 000 suffit pour les partisans d'une conspiration scientifique. Pour eux, les preuves sont ici flagrantes. Les climatologues du courant dominant auraient systématiquement conspiré pour supprimer les éléments qui contredisent leur doctrine, selon laquelle, donc, vous l'avez compris, les hommes réchauffent la planète. Et ce n'est pas fini. En janvier 2010, quelques semaines à peine après le sommet de Copenhague, une nouvelle tempête éclate. 3 journaux britanniques repèrent un détail troublant dans le dernier rapport du GIEC. Une phrase affirmant que les glaciers de l'Himalaya auront disparu d'ici 2035. Problème, pour les glaciologues, cette prédiction est bien trop hâtive. Autrement dit, le GIEC a relayé une erreur majeure dans un document censé faire autorité. Le GIEC doit donc faire acte de contrition et il avoue que cette fausse information provient d'une revue de vulgarisation scientifique et qu'elle a été malencontreusement reprise. Tout ça fait un peu amateur. Bref, le GIEC s'excuse platement, mais ça commence à faire beaucoup. Et il n'en faut pas plus pour que les climato-sceptiques en remettent une couche. En 2010, le professeur Seitz, encore lui, revient triomphant avec un livre qui va faire date. Cet ouvrage s'intitule « Les marchands de doute » et son effet est retentissant. Il va libérer la parole de nombreux scientifiques qui vont œuvrer à réfuter les conclusions du GIEC. Et c'est ce que nous allons voir dans un instant. Maintenant qu'on a compris comment le GIEC s'est mis en place et comment ses détracteurs se sont manifestés dès les premières heures, il est temps de s'intéresser à un autre phénomène, la montée fulgurante du climato-scepticisme, presque aussi rapide que celle de la température globale. Une question sur les conspirations ? Le bureau des complots. Le GIEC préconise des mesures drastiques pour limiter le réchauffement. En tête de ces mesures, il recommande de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et donc notre consommation mondiale d'hydrocarbures, pétrole, charbon ou gaz. Le GIEC s'oppose à un système qui fait tourner le monde depuis presque 2 siècles. C'est à ce moment-là qu'émergent ceux qu'on appelle les climato-sceptiques. Pour eux, inutile de prêter l'oreille au rapport du GIEC. Ce ne serait que des compilations de données orientées et construites pour valider à tout prix la théorie du réchauffement et alimenter la peur. Les climato-sceptiques prétendent appuyer leurs arguments sur des bases factuelles, solides. Sans trop faire étalage de notions scientifiques complexes, est-ce qu'on ne pourrait pas un peu détailler leurs démonstrations ? Alors, premier élément, les climato-sceptiques ne nient pas que le climat change. Mais pour eux, c'est un phénomène naturel, inscrit dans des cycles, solaires, terrestres ou même les deux. Des variations causées par exemple par la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Oui, ils évoquent notamment la distance Terre-Soleil, qui fluctue au fil des millénaires. L'analyse des cycles orbitaux montre un schéma récurrent. Une période glaciaire tous les 100 000 ans. Alors la fonte des glaces, selon eux, ce n'est pas une urgence, c'est juste un cycle de la Terre qui suit son cours. Deuxième point, et peut-être le plus décisif, le CO2. Ce dioxyde de carbone rejeté par nos usines, nos avions, nos voitures, nos chaudières. Pour les climato-sceptiques, il n'est pas responsable du réchauffement. Leur argument est simple, le CO2 ne représente que 0,03% des gaz de l'atmosphère. Une proportion infime, jugée incapable de provoquer un effet de serre significatif selon eux. Et ils vont plus loin. Pour eux, le vrai coupable, c'est la vapeur d'eau. Ces scientifiques affirment que les nuages influencent 20 fois plus la température au sol que le CO2. Donc voilà, le dioxyde de carbone blanchi de tout soupçon. Et même retourné contre la théorie dominante. Car selon eux, l'augmentation du CO2 serait une conséquence de la hausse des températures et non sa cause. Autrement dit, pour les climato-sceptiques,
Le lien entre CO2 et réchauffement est inversé par rapport à ce qu'affirme le consensus scientifique. Selon eux, quand la planète se réchauffe, naturellement, à cause des cycles solaires ou terrestres, les océans libèrent davantage de CO2 dans l'atmosphère. Ce gaz ne serait donc qu'un témoin passif du réchauffement et non son moteur. En tout cas, pour les climato-sceptiques, cette inversion de causalité remet en cause tout l'édifice sur lequel repose l'action climatique mondiale. En bref, il faut se calmer et continuer de brûler paisiblement pétrole, gaz et charbon. Le monde et surtout l'économie a plus à perdre qu'à gagner en voulant changer de modèle. Et certains n'y vont pas de main morte. Un exemple avec l'ancien ministre socialiste de l'Éducation et de la Recherche, le français Claude Allègre, disparu en janvier 2025. Dans son ouvrage « L'imposture climatique », sorti en 2010, il dénonce un mythe imposé par la communauté internationale à la suite d'une prise de pouvoir par un petit groupe d'hommes sans scrupules, avides de fortune ou de gloire, ou emportés par une idéologie écologiste totalitaire. Et selon Allègre, il faut même supprimer le GIEC. Le géophysicien reconnaît bien qu'il y a un changement climatique et il s'inquiète notamment de l'impact des émissions de CO2 sur l'acidification des océans, mais ses concessions s'arrêtent là, avec des experts qu'il surnomme les cavaliers de l'apocalypse. C'est joli. Et il en rajoute. Allègre traite aussi ses scientifiques de mafieux et il accuse dans son livre les responsables politiques et les hauts fonctionnaires onusiens de comploter pour leur propre compte. Cette prise de pouvoir n'aurait de précédent à ses yeux que celle des bolcheviks lors de la révolution russe de 1917. Rien de moins. Mais ce que dénonce Claude Allègre avec sa fameuse mafia carbone, comme il la nomme, c'est l'émergence d'un complot climatique structuré autour d'intérêts financiers colossaux. Selon lui, derrière l'alibi scientifique, c'est une véritable économie du climat qui se met en place dans les années 2000, avec en toile de fond un marché mondial du CO2 devenu extrêmement lucratif. Et une nouvelle fois, cette mécanique ne sert pas la lutte contre le réchauffement, mais bien les arguments des climato-sceptiques, car plus on parle d'argent, plus le soupçon grandit. C'est une conspiration. Le bureau des complots, t'as leur numéro? Faisant suite aux multiples rapports du GIEC, les différents sommets ou conférences pour le climat, tels que Rio en 92, Kyoto en 97, Johannesburg en 2002, Copenhague en 2009, tous ces sommets ont concouru à alerter sur l'urgence du réchauffement climatique et les moyens de le limiter. On imagine alors construire un futur avec moins d'industries polluantes et plus d'investissements dans ce que l'on nomme les énergies propres. Le gaz carbonique devient l'ennemi principal, pour ne pas dire l'obsessionnel ennemi. Il faut limiter ses émissions ou alors payer pour cela. C'est presque un permis de polluer, du coup, dont il faut s'acquitter. Une théorie du complot soutient alors que les nombreux investisseurs qui financent les entreprises d'énergie renouvelable risquent de perdre beaucoup d'argent si le réchauffement climatique se révèle être un mythe. Dès lors, leur seule solution pour préserver leurs intérêts, mentir. Et donc, selon cette théorie, il existe un lobby vert qui soudoie les climatologues pour qu'ils manipulent leurs données afin que de puissants hommes d'affaires puissent sécuriser leurs investissements dans l'énergie durable. Avec en figure de proue de ce complot, le chef à plume de ceux qui font du réchauffement climatique un business, le célèbre Al Gore. Oui, célèbre car il a été vice-président des États-Unis de 1993 à 2001 et surtout lauréat du prix Nobel de la paix en 2007 avec le GIEC justement. Récompense qu'il a reçue suite au succès de son documentaire Une vérité qui dérange, film qui a également reçu un Oscar et que Al Gore a présenté dans le monde entier en l'accompagnant de conférences pour alerter évidemment sur l'urgence climatique. Si vous regardez les 10 moyennes annuelles les plus élevées jamais enregistrées, elles l'ont toutes été ces 14 dernières années, et la plus chaude fut l'année 2005. Tous les experts sont d'accord pour dire que nous sommes responsables du réchauffement. Je m'appelle Al Gore, je suis l'ex-futur président des États-Unis. Mais là aussi, les sceptiques vont relever les failles de son discours. Par exemple, en 2008, Al Gore prévenait, je cite, qu'il n'y aurait plus de glace au pôle Nord d'ici 2013, en raison du réchauffement climatique d'origine humaine. Ce qui ne s'est finalement pas produit. Ceux qui le qualifiaient d'alarmiste jubilent. Eh oui, mais ce qui attire l'attention des complotistes, c'est surtout la piste de l'argent. Et notamment les parts que Al Gore possède dans des entreprises qui font bien partie du business vert.
car Al Gore est le cofondateur de Generation Investment Management LPP, un fonds d'investissement spécialisé dans l'économie durable qui recueille des capitaux très importants d'investisseurs du monde entier. Juste un chiffre évocateur. À sa création en 2004, Generation Investment a drainé 5 milliards de dollars. Et parallèlement à cette activité lucrative, Al Gore s'est lancé également dans le négoce de certificats d'émission de CO2. De quoi glaner l'équivalent de 300 millions de dollars supplémentaires, selon le tabloïd britannique Daily Mail. Il n'en faut pas plus pour que certains y voient, vous le comprenez bien, un conflit d'intérêts. Et parmi ceux qui pensent que tout cela est affaire de gros sous et pas d'écologie, on peut nommer un scientifique belge, professeur de chimie à l'Université catholique de Louvain, nommé István Marco. Lui, avec quelques collègues, va publier un livre collectif intitulé Climat, 15 vérités qui dérangent, sorti en 2015 et réédité en 2019 parce que oui, ce livre s'est bien vendu. Référence et réponse directe au film Une vérité qui dérange d'Al Gore, István Marco, disparu en 2017, propose ici un véritable ouvrage à charge. Lui et ses partenaires scientifiques y développent des idées assez iconoclastes pour l'occasion, mais que l'on retrouve dans pas mal de discours alternatifs, notamment que le CO2 n'est pas à craindre, mais que ce serait plutôt bon pour la planète même, notamment pour les plantes. Oui, le CO2 favoriserait la croissance des végétaux, et selon ces scientifiques suspicieux à l'égard du GIEC et de Al Gore, avec l'augmentation du CO2 dans notre atmosphère, nous allons assister au verdissement de zones jusqu'ici désertiques. Le CO2 pourrait même permettre d'augmenter les récoltes dans l'agriculture. Bref, le dioxyde de carbone, c'est notre ami. En tout cas, c'est ainsi que, pour István Marco, au-delà des contre-expertises sur les données du climat, ce qu'il faut dénoncer, c'est ce fameux lobby vert. Il dit ceci, je cite, « La science n'est plus la partie importante de l'équation. Aujourd'hui, le rationnel scientifique et l'argumentation solide ont laissé la place à l'idéologie, à l'émotionnel, au quasi-religieux. » Il ajoute encore, je cite, « Al Gore ne l'a pas compris, jamais la science n'est acquise pour de bon. Rien n'est jamais démontré ad vitam aeternam. Nos connaissances ne cessent de s'améliorer et de nouvelles théories poussent et grandissent sur les ruines des anciens dogmes. » Alors, on le voit, certains pensent que la crise climatique, si elle n'est pas forcément inventée, est largement exagérée et serait surtout un outil politique. C'est un argument que l'on entend chez pas mal de populistes également. D'après eux, les gouvernements imposent des taxes carbone, détruisent des pans entiers d'industrie au nom de l'écologie, pendant que leurs alliés s'enrichissent avec les énergies vertes. Dans cette vision, la transition écologique profiterait surtout à une élite. Ils parlent de copinage, de subventions massives, de bulles financières vertes. Et la dimension politique ? Eh bien, pour les climato-sceptiques les plus radicaux, ils voient dans tout ça une stratégie de contrôle. Voyage limité, consommation encadrée, crédit carbone individuel. D'après eux, une société sous surveillance est en train d'émerger au nom du climat. C'est une vision sombre, mais qui circule de plus en plus. Dans certains cercles, on ne parle plus d'écologie, mais d'attaque en règle contre les libertés fondamentales. Exactement, obligés de nous soumettre aux règles de la transition énergétique par crainte du cataclysme, nous ne voyons pas que nous sommes en train de nous faire plumer par des businessmen de l'énergie verte. Attention, mon cher Peters, prenez garde, vous allez sombrer dans le négationnisme climatique. N'ayez crainte, je ne fais que résumer le petit discours conspirationniste qui s'est imprimé dans les esprits. Eh bien, dans ce cas, passons à la conclusion. Nous l'avons vu, le réchauffement climatique et ses conséquences pour la survie de notre civilisation font peur et par réaction engendrent des théories du complot. L'angoisse d'un avenir cataclysmique est tellement terrifiant qu'un discours alternatif, même complotiste, qui nous annonce que tout va bien se passer, est quelque peu rassurant. Et avec les quelques erreurs du GIEC, les excès du marché des émissions de gaz carbonique ou encore les prophéties catastrophistes qui se révèlent fausses, le débat sur le réchauffement climatique n'est pas près de s'arrêter. De plus, la petite musique climato-sceptique d'un réchauffement, contrairement à ce que l'on pourrait penser, bénéficie d'un relais médiatique important. Il faut dire que cela fait vendre du papier et fait visiblement de l'audience. On le sait, les propos choquants remontent dans les algorithmes et les réseaux sociaux sont une caisse de résonance idéale. Malgré cela, chez nous, on tient bon. La 5e enquête nationale sur le climat de 2021 en Belgique a montré que le changement climatique reste en tête des préoccupations. 80% des Belges considèrent le changement climatique
climatique comme un problème qui nécessite une action urgente. Mais pour combien de temps notre pays tiendra ces chiffres ? Année après année, le réchauffement se poursuit et les négationnistes du climat ont de plus en plus le vent en poupe. Alors mon cher Peters, que dit-on à Bart qui nous a laissé un message sur notre répondeur ? Eh bien, qu'il faut tenir bon, car peut-être que le souci principal avec le changement climatique, c'est son invisibilité et la manière avec laquelle il s'inscrit dans le temps. Et oui, nos émissions de CO2 d'aujourd'hui ne se ressentiront que dans plusieurs décennies et il est donc très difficile de prendre conscience de l'urgence à l'instant présent. Il faut avoir une sorte de foi en la parole des scientifiques pour prendre aujourd'hui des décisions pour demain. C'est comme quand le médecin nous dit qu'arrêter la cigarette, c'est éviter un cancer dans 30 ans. En bref, Bart, c'est maintenant qu'il faut essayer, à votre niveau, de réduire votre empreinte carbone. Et la première de vos armes, c'est peut-être bien votre carte bancaire. Car nos achats ont un impact environnemental énorme. Et le produit le moins cher est souvent aussi le plus polluant, notamment à cause des kilomètres qu'il a parcourus pour arriver jusqu'à nous. Eh oui, comme nous le savons trop bien, au bureau des complots, les petits efforts d'aujourd'hui peuvent nous éviter les grands sacrifices de demain. Joli Maxime Peters pour dire qu'il faut préférer le vendeur d'à côté plutôt qu'un colis du bout du monde. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle conspiration. Et d'ici là, vous qui nous écoutez, ne croyez pas tout ce que vous entendez. Et faites plutôt appel au bureau des complots. Ça, c'est vraiment le bureau des complots. Peters et Jacobs